Bienvenue sur Classique en lecture. La Terre et la comète de Karl Ewald, traduit par Maurice Pélisson, lu par Ezoa. L'histoire que je vais conter est singulière au plus haut point. Elle dure plusieurs siècles, en sorte que si un homme y était mêlé, il serait mort et enterré avant qu'elle ne s'achève, et même avant qu'elle ne soit en train. Elle se déroule dans l'espace où voguent les étoiles et où il fait si froid que les vêtements d'hiver les plus épais n'y feraient pas plus d'effet qu'une chemise trop courte. Et l'espace est si vaste que nul ne saurait le dire. Mais cela ne fait rien, car s'il était quelqu'un qui pût le dire, il n'y aurait personne qui pût le comprendre. Là, dans l'espace, la Terre suivait sa route, comme elle l'a suivie tant et tant d'années, comme elle la suit encore chaque jour. Elle tournait autour du soleil, elle tournait, tournait, tournait toujours. Tout autre en aurait eu le vertige. Mais la Terre n'avait pas le vertige, car elle était habituée à faire ce tour qui, du reste, n'était pas un tour de rien du tout. En effet, il durait une année entière, et un tour n'était pas plus tôt fini qu'elle en commençait tout de suite un autre. Et comme si elle avait voulu complètement s'abasourdir, elle ne cessait de tourner en même temps sur elle-même, tout comme un petit chien qui court après sa queue. Mais cela ne lui prenait pas plus de 24 heures, et ce qu'elle en faisait, c'était pour que le soleil pût également luire sur toutes ses parties. Car celle qui n'est pas du côté du soleil reste tout ce temps plongée dans l'obscurité. Et si la Terre exposait tout le temps au soleil l'Europe, l'Asie et l'Afrique, jamais, au grand jamais, les gens d'Amérique ne sortiraient de leur lit. Ce n'était pas là de minces affaires pour la Terre, et elle en avait bien d'autres encore. C'est la Lune qui les lui donnait. Celle-ci, à vrai dire, aurait pu, au besoin, s'arranger toute seule, car elle n'avait pas autre chose à faire qu'à tourner sur elle-même, comme la Terre, et à tourner autour de la Terre, comme celle-ci autour du Soleil. Mais elle était bien plus petite que la Terre, et, en réalité, n'avait pas voix au chapitre. En sorte que la Terre prenait toujours un ton de commandement avec la Lune. La Lune, en revanche, lui faisait des niches à tout moment. Cela peut venir aussi de ce qu'elles étaient voisines l'une de l'autre, et que les étoiles étaient trop loin pour qu'elles pussent causer avec elles. Lorsque l'on est continuellement ensemble, volontiers on en vient aux tracasseries réciproques. Régulièrement, une fois par mois, la lune était pleine, pleine comme un ivrogne. Et alors sa face ronde regardait la terre en ricanant pour la faire enrager. Voyez un peu ce misérable estafier, disait la terre. Quelle mine rutilante! Cela se prend pour une étoile fixe. La lune ne faisait que ricaner tant qu'elle était dans cet état. Mais cela ne durait pas longtemps. De nuit en nuit, sa mine s'allongeait comme si, après l'ivresse, elle sentait le mal aux cheveux. Elle finissait par disparaître, mais pour reparaître aussitôt et pour devenir de plus en plus ronde jusqu'à ce qu'elle fût pleine de nouveau. « Tu es là ?» demandait la terre. « Naturellement, je suis là, » répondait la lune. « J'espère que tu es bien à l'heure, » ajoutait la terre. « À chaque tour que je fais autour du soleil, tu dois en faire 13 autour de moi, sans quoi il y aurait du grabuge dans l'almanach. Il y a beau jour, vieille planète grognonne, que je sais ce que j'ai à faire, » répondait la lune. C'était un jour où elle était pleine, et dans ce cas, elle prenait toujours les choses de haut. Elle jouait aussi un autre tour à la terre. Parfois elle attirait tant qu'elle pouvait d'un seul côté les eaux qui étaient répandues à la surface du globe, si bien qu'il se produisait ici une haute marée, là une marée basse. Il en résultait, d'une part, des débordements et des sinistres, et d'autre part, les bateaux s'échouaient à la côte. Les gens à qui ces malheurs arrivaient disaient qu'il n'y avait pas moyen de vivre sur cette terre de malheur. Et de cela, la terre était naturellement chagrinée, puisqu'elle n'en pouvait mais. Aussi en voulait-elle doublement à la lune. « Voici qu'elle est encore pleine, cette saloperie, » disait-elle. « Je voudrais bien savoir au bout du compte à quoi elle sert en se dandinant ainsi. »
elles se chamaillaient ainsi tandis que les années se succédaient et elles accomplissaient leur cours autour d'elles tournaient les autres étoiles qui avaient elles aussi leurs soins et leurs peines et au beau milieu le soleil luisait pour elles toutes un jour au milieu de mars une étoile étrangère vint en voguant à travers l'espace ni la terre ni la lune ne l'avaient jamais vue auparavant aussi firent-elles de grands yeux l'étrangère ne ressemblait à aucune autre étoile car elle avait une longue queue étincelante qui diantre est cette gaillarde là dit la terre je n'ai jamais vu la pareille dit la lune et toutes deux étaient si surprises qu'elles furent sur le point de s'arrêter l'étoile étrangère se rapprocha et la terre se prit à craindre qu'elle ne vînt à lui courir sus quand elle fut assez près pour qu'on pût la héler la terre lui cria ohé qu'est-ce que tu viens faire sur ma route qui es-tu d'où viens-tu où vas-tu voilà bien des questions à la fois répondit l'étrangère qui es-tu reprit la terre je ne suis qu'une petite comète répondit l'étoile et qui es-tu toi-même je suis la terre te voilà bien renseigné je pense pas le moins du monde reprit la comète je suis tout à fait étrangère dans cette région du ciel je n'y vins jamais auparavant et je n'ai été présentée à aucune des étoiles eh bien tu es bien tombée dit la terre avec suffisance je n'ai pas l'habitude de me vanter mais j'ose dire que je suis la mieux partagée de nous toutes c'est fort heureux dit la comète mais dépêche-toi de me conter ton affaire car je n'ai guère le temps de flâner par ici nous allons faire ensemble un assez joli parcours dit gracieusement la terre en route et tournons autour du soleil qu'en dis-tu cela ne dure qu'un an nous pourrons causer ensemble allons donc répondit dédaigneusement la comète tu appelles cela un parcours d'ordinaire tu peux m'en croire j'emploie autrement mes forces mais allons dépêche-toi de me dire quelle sorte de gens vous êtes dans ce pays permets-moi d'abord de te prier de faire attention à ne pas me heurter dit la terre l'étoile étrangère éclata de rire si bien que sa queue se brisa en trois bah dit-elle tu as peur de recevoir un coup sur ta planète sois tranquille je suis aérienne immatérielle et si je me heurtais à une masse comme toi je serais mise aussitôt en pièces et morceaux ah ah dit la terre avec intérêt tu es en feu c'est comme cela que je fus autrefois il y a longtemps alors dit la comète sur un ton de doute il me semble que tu as au pôle une grande calotte de glace c'est vrai dit la terre j'en ai même une à chaque pôle par-dessus le marché mais cela ne fait rien d'avoir froid aux pieds et à la tête pourvu qu'on puisse se tenir le ventre au chaud sans doute mais ton feu demanda la comète il est au-dedans de moi répondit la terre tu vas t'en apercevoir et aussitôt elle fit vomir des flammes par un ou deux de ses plus grands volcans que c'en était un plaisir tiens tiens dit la comète cela n'est pas mal pas mal dit la terre piquée apprends que j'ai le ventre tout plein de feu et c'est ce qui me rend extraordinairement intéressante autrefois vois-tu je fus comme toi une jeune personne immatérielle aérienne puis peu à peu je pris de la fermeté de la solidité enfin une croûte épaisse se forma autour de moi et aujourd'hui je ne peux plus faire que des feux de cheminée dans mes volcans mais en moi il y a toujours du feu cette croûte doit être un peu gênante dit la comète mon dieu oui répondit la terre mais on s'y fait peu à peu et puis c'est sur elle qu'il y a des hommes des hommes reprit la comète qu'est-ce que c'est que ça la terre pensive se gratta le pôle nord ce qui déplaça sa calotte en sorte que 2 ou 3 énormes blocs se détachèrent et s'en allèrent à la dérive dans la mer comme des montagnes de glace les hommes poursuivit la terre c'est comme qui dirait une espèce de vermine pouah fit la comète la terre se tut un moment et parut toute songeuse puis elle dit il fourmille et grouille de façon parfois à me rendre folle et à mesure que le temps marche et qu'il multiplie
ils deviennent pires. Ils me fouillent en tous sens pour trouver du charbon, du métal et autres choses à leur usage. Ils placent des rails à ma surface et me parcourent à l'aide de la vapeur. Ils percent des trous dans mes plus grandes montagnes. Ils jettent des ponts sur mes rivières. Ils disent eux-mêmes qu'ils sont mes maîtres. Il me semble qu'il doit être un peu vexant pour une étoile d'être aux ordres d'une pareille racaille, dit la comète. Ne peux-tu donc t'en débarrasser? J'y ai bien essayé, répondit la terre, à plus d'une reprise et de diverses façons. J'ai fait lancer des flammes et des blocs de pierre en ignition par mes volcans, et j'ai ainsi enseveli des villes entières. J'ai aussi déchaîné souvent des déluges et noyé des milliers d'hommes. Quand je les trouve trop importuns, je me secoue et j'opère un tremblement de terre. Bon, dit la comète, et cela ne te réussit pas? Cela me soulage un peu, répondit la terre, mais voilà tout. À la longue, cela ne sert à rien. Ils sont devenus trop nombreux, j'imagine. J'aurais dû m'y prendre plus tôt, quand ils étaient en petit nombre et peu madrés encore. Lorsque j'en ai noyé ou enseveli quelques milliers, j'espère que leurs familles vont être anéanties par le besoin et la douleur. Mais les autres les assistent, les consolent, et après quelques années, je suis aussi infecté que devant. Je n'ai jamais rien vu de pareil, dit la comète. Je ne conçois pas que tu le supportes. Oui, mais que ferais-je? dit la terre. Je ne peux plus les maîtriser. Ils m'ont exploré d'un pôle à l'autre, si bien que je n'ai plus un coin qui soit à moi. Ils m'ont soumise à leurs calculs, à leurs mesures. Ils m'ont décrite d'un bout à l'autre de tous les côtés. Il en est qui, sur leur table, ont une boule qui est censée me représenter et grâce à laquelle ils peuvent connaître mes moindres réduits. Par leurs calculs, ils prévoient les tempêtes, les orages, les tremblements de terre, etc. Ils ont pendus à leurs murs des appareils qui les avertissent de tout cela. Que peux-je faire avec de pareils gens? Je ne sais pas, dit la comète, mais je sais bien qu'à ta place, je ne tolérerais pas pareille chose. La terre eut un rire ironique. Bah, dit-elle, ne te monte pas la tête. Je peux t'annoncer qu'à cet instant même où nous allons de compagnie en bavardant, nos gens t'ont déjà découverte. Ils braquent sur toi leurs lunettes, ils font sur toi leurs calculs, ils te donnent un nom et écrivent des livres sur ton compte. J'entends cela de ceux qui sont entre eux les plus habiles. Quant aux ignorants, tu leur fais peur et ils croient que tu viens annoncer la fin du monde. Qu'est-ce que les ignorants? demanda la comète. La terre secoua sa calotte de glace, si bien que la moitié de l'Atlantique s'emplit de banquise et que le bois ne put verdir même à la Pentecôte. J'aurais bien aimé que tu ne m'eusses pas posé cette question, dit la terre avec embarras. Excuse-moi, dit la comète, c'est peut-être un secret de famille. Non, répondit la terre, ce n'est pas du tout ça. Mais jusqu'à ce jour, il m'a été tout à fait impossible de démêler ce que sont au juste les ignorants. Il y en a, je le sais. Il y en a beaucoup par-dessus le marché. Mais ce qu'ils sont, je n'en ai pas idée. Ce que les hommes disent là-dessus ne peut compter, car chacun d'eux se tient pour habile, et les autres sont ignorants à ses yeux. Tous sont ignorants à ce compte, dit la comète. Là-dessus, la terre se sentit offensée en la personne des hommes. Elle s'avisa qu'elle avait sans doute trop parlé à cœur ouvert avec cette étrangère qu'elle ne connaissait pas le moins du monde et qui s'était présentée elle-même comme une personne en l'air. Aussi prit-elle un ton très digne pour répondre. Pas le moins du monde, pas le moins du monde, ma bonne comète. Mais cela ne mène à rien de te parler plus longuement de choses où tu n'entends goutte. Je ne veux pas me vanter, mais d'une façon générale, je te prie de remarquer que je suis de beaucoup la plus intéressante de toutes les étoiles. Considère l'univers entier tant qu'il te plaira, tu ne trouveras pas ma pareille. Vois Vénus qui brille là-haut, Jupiter, Mars, et tous ceux qui tournent autour du soleil comme moi. Puis examine-moi ensuite avec mes mers aux eaux profondes et fraîches, mes forêts de hêtres, mes bouquets de palmiers. À parler franchement, je ne peux rien voir de tout cela, dit la comète. Tout cela est véritable sans doute, mais du reste, n'es-tu pas enveloppé d'un brouillard? Ah oui, dit la terre un peu vexée, je l'avais oublié, c'est mon atmosphère. Tout cela est bien encombrant,
Cette croûte, ces hommes, cette atmosphère? Comète, dit la terre d'un ton pénétré, je tourne autour du soleil comme les autres étoiles que je t'ai nommées et entre lesquelles je suis une des plus petites. Mais il est une chose dont je suis bien sûr, c'est que je suis le centre du monde. Tu t'essouffles, dit la comète. N'ayant pas l'habitude de te vanter, tu devrais t'asseoir, tu t'en vendrais plus à ton aise. M'asseoir? Reprit la terre choquée. Si je m'asseyais, c'en serait fait de moi. Tout dépend de mon exactitude à décrire mon tour autour du soleil. Je peux t'assurer que je ne me vante pas. Je suis la plus admirable de toutes les étoiles, rien qu'à cause de mes hommes. Nulle part il n'y a rien de pareil. Hé, là-bas, qu'est-ce qui t'arrive? M'est avis que tu me fausses compagnie? Ainsi fais-je, dit la comète. Seigneur mon Dieu, dit la terre avec chagrin, ne peux-tu pas rester ici un couple d'années? Nous nous entendons si bien toutes deux, et tu peux m'en croire, il n'est pas si agréable que cela de faire toujours le même chemin et de ne pouvoir causer qu'avec une bête comme la lune. Qui est-ce la lune? demanda la comète. C'est cette petite commère que tu vois là, répondit la terre, et qui tourne autour de moi. C'est une pauvre diablesse d'étoile à la retraite que j'ai accueillie chez moi quand elle s'en allait à la dérive à travers l'espace. Elle est tout à fait éteinte et stupide, pauvre personne qu'il faudrait mettre dans un asile. Mais c'est l'usage dans ce pays d'avoir un cortège de lunes. Jupiter en a 8 à lui tout seul. Je trouve à la vérité que c'est une pose assez sotte. Adieu, dit la comète. Reste encore un peu, supplia la terre. Je ne peux, dit la comète. J'ai moi aussi à suivre ma route, et il me faut aller d'un autre train que toi. D'ailleurs j'en ai assez d'écouter tes hâbleries. Quand reviendras-tu? demanda la terre. La comète prit son essor avec sa queue trifurquée. Dans 300 ans, cria-t-elle. C'était une rude commère, dit la lune. En voilà une allure. Parlez-moi de sa queue. Voilà une autre existence que celle d'une pauvre planète. Assurément, répondit la terre piquée avec ironie. Elle mène presque aussi grand train que la lune. Mais la lune était pleine et se contenta de lui faire la grimace. 300 ans plus tard, la comète revint. La terre l'avait attendue avec impatience en comptant consciencieusement ses tours autour du soleil. Elle s'était parée de violettes et de toutes les sortes de fleurs qu'elle peut faire pousser en mars. Et au jour précis, tous les hommes étaient sur pied, cherchant la comète des yeux, car ils avaient exactement calculé sa marche. Les habiles étaient contents d'avoir à observer un beau et rare phénomène, et les ignorants, pleins d'angoisse, ou pleuraient dans leur lit, ou couraient éperdus à l'aventure, ou buvaient jusqu'à l'ivresse et faisaient toutes sortes d'extravagances. Voici la comète, dit un savant qui se trouvait sur l'observatoire le plus haut situé, avec la plus puissante lunette, et qui avait fait le plus d'études sur les comètes. Voici la comète, dit la lune. Hurrah, on va s'amuser un brin. Voici la comète, dit la terre avec joie. Et quand la comète apparut, brillante et fendant l'espace avec sa longue queue trifurquée, la terre leva sa calotte, et alors ce fut par toutes les mers une débâcle de banquise, et il se mit à faire si froid que les ignorants furent convaincus que c'était la fin du monde, et les savants eux-mêmes ne laissèrent pas d'être inquiets. Bonjour, bonjour, comète, cria la terre. Sois la bienvenue à ton retour. Je suis heureuse de te voir si alerte et si brillante. Mais la comète ne répondit mot. La terre encore une fois lui cria bonjour et ne reçut pas plus de réponse. Que diantre peut avoir la comète, dit-elle tout étonnée. Serait-elle devenue vaniteuse et ne veut-elle pas saluer une ancienne connaissance? C'est sûrement qu'elle ne t'a pas vue, dit malicieusement la lune. Songe que tu es petite. Taisons-nous là-bas et faisons notre ouvrage, dit la terre en colère. Et elle cria de plus belle. Comète, comète, comète. Mais la comète, impassible, traversait l'espace sans souffler un mot. La terre eut peur qu'elle ne passât sans qu'il lui fût possible de causer avec elle. Elle en avait envie de pleurer.
Aussi bien n'y a-t-il pas de quoi rire lorsque l'on a, durant 300 ans, désiré causer avec quelqu'un, de n'en pas même avoir un bonjour. « Ohé, Comète !» cria-t-elle sur le ton le plus piteux. « Tu ne voudras pas passer devant ma porte sans me saluer? Je suis ta vieille amie, la terre. Ne te souviens-tu pas de moi? Tu viens de faire des millions de lieues. N'est-ce pas que, comme je t'en ai prévenu, tu n'as rien vu de pareil à moi? » « Peu !» dit la comète. « Quoi ?» dit la terre incrédule. « Je voudrais bien savoir quelque chose de ton voyage. Au reste, pour le moment, je me réjouis que tu n'aies pas perdu la parole. Voyons, conte un peu. Me feras-tu croire que nulle part dans l'espace tu aies pu trouver des mers aux eaux si profondes et si fraîches, d'aussi belles forêts de hêtres, des palmiers aussi élancés? » fit la comète. « Et les hommes, hein? Demanda la terre. La comète riait si fort que sa tête et sa queue en étaient secouées et que la terre commençait à être choquée pour tout de bon. Elle chercha si elle ne pourrait pas trouver quelque chose qui en imposât à la comète, et elle lui demanda d'un ton sardonique: « Et il y avait apparemment aussi des ignorants, hein? » La comète eut un tel éclat de rire qu'une de ses queues se détacha. La terre en fut tout effrayée, et les savants qui regardaient dans leurs lunettes en restèrent abasourdis, car ils n'avaient jamais vu rien de pareil. Cependant la comète continuait à rire sans pouvoir s'arrêter, et sa seconde queue s'en fut, puis la troisième, et elle-même se fendit en zigzags. Tout l'espace fut rempli de flammèches qui volaient à droite et à gauche. Une ou deux tombèrent sur la terre, pareilles à de grosses pierres, et une en particulier cassa la tête à un savant et l'aplatit comme une crêpe, lui et sa lunette. Quand ce prodigieux feu d'artifice se fut éteint, impossible de trouver trace de la comète. « Elle a crevé d'orgueil, » dit la terre. « Il est fâcheux qu'elle soit morte avant de m'avoir conté ce qu'elle vit dans son voyage. » « Oui, tu aurais eu pas mal de choses à apprendre, » dit la lune en grimaçant, car elle était encore pleine. « Marche, » répondit rudement la terre. « Silence, et qu'on fasse sa tâche. 13 tours autour de moi pour chaque fois que je tourne autour du soleil. Sinon, il y aura du grabuge dans l'almanach. » Merci d'avoir écouté La Terre et la comète de Karl Dewald sur Classique en lecture. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche des notifications pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo de lecture. À très vite sur Classique en lecture.